Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, j'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Les Charlatans de Belcastel Duel. C'est un jeu qui a été édité en 2024 par Schmidt et qui nous vient du même auteur que l'original, donc M. Wolfgang Warsch. Celui-ci est fait exclusivement pour 2 joueurs, donc c'est la version Duel du très populaire jeu Les Charlatans de Belcastel et les parties vont durer environ 45 minutes. Le but du jeu va être de soigner 6 patients, donc c'est une course au premier joueur à soigner 6 patients. On est encore dans un jeu de backbuilding, donc on va aller construire un sac avec des jetons qui vont représenter différents ingrédients. Chacun des jetons va avoir aussi des petits pouvoirs lorsqu'on va les piocher dans notre sac pour les jouer. Et on a aussi un élément évidemment de push your luck, donc on va tenter de pousser notre chance en piochant le plus de jetons possible avant que notre potion explose pour essayer de convaincre les différents patients de venir se faire soigner à notre kiosque de charlatans. Alors, les Charlatans de Belcastel Duel, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense. Et comme on est le premier lundi du mois d'août 2024, on va lancer notre concours du lundi pour le mois dans lequel vous pourrez gagner une copie de Charlatans Duel. Comme c'est un jeu de duel, on va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va aller placer le plateau marché au centre de la table et chacun des joueurs va s'asseoir d'un des côtés du plateau. Donc on aura le joueur jaune d'un côté qui va aller placer sa fiole et le joueur bleu de l'autre côté, lui aussi, avec sa fiole. Au centre du plateau marché, on va aller placer les 11 meeples de patients. Ce sont eux qu'on va tenter de soigner pendant la partie. On va aussi aller prendre la pièce argent et la pièce or qu'on va pour l'instant déposer sur l'emplacement du puits. Les 2 joueurs vont recevoir un jeton stand à leur couleur et vont aller placer sur le plateau, sur la piste de leur couleur où il y a le symbole du stand. Chacun des joueurs va recevoir un sac avec ses ingrédients de départ qui sont indiqués dans le bas du plateau principal. On aura donc 4 jetons blancs de valeur 1, 2 jetons blancs de valeur 2, un jeton blanc de valeur 3, un jeton bleu de valeur 1, 3 jetons noirs de valeur 1, 2 jetons noirs de valeur 2 et finalement un jeton orange de valeur 1. On va ensuite former le marché de jetons ingrédients pour la partie. Dans chacune des parties, on va toujours avoir la carte des jetons blancs, des jetons noirs et des jetons oranges. Alors que pour les 6 autres ingrédients, on va aller choisir une des 4 cartes disponibles de pouvoir. Pour une première partie, on vous suggère d'utiliser les cartes qui sont numérotées avec un 1 pour bien apprendre le jeu. On va ensuite disposer les cartes sur la table pour bien connaître les pouvoirs des différents jetons et on va ensuite placer les jetons à côté pour former des réserves. À côté du marché, on va aussi se placer une réserve de jetons de pépites d'or. On va ensuite former la pioche de cartes manche pour la partie. On va toujours utiliser la carte de la manche 7, qui va toujours être la dernière carte révélée dans cette pioche. Et ensuite, on peut prendre n'importe quelle des cartes manche pour en prendre 6 au hasard pour se former le reste de la pioche. Pour notre première partie, on nous suggère d'utiliser les cartes qui sont numérotées de 1 à 6 et de les placer en ordre croissant par-dessus la carte 7 pour former notre pioche de cartes manche pour la partie. On va placer à côté les 5 jetons d'offre. Et finalement, on va désigner un premier joueur. C'est le dernier joueur à avoir entendu une explosion causée par des claques-doigts. Et ce joueur sera premier joueur et son adversaire, lui, va recevoir une compensation d'une pépite. Une partie des Charlatans de Belcastel Duel se joue à un maximum de 7 manches. À chacune des manches, les joueurs vont piocher des ingrédients dans leur sac pour tenter de remplir le goulot de leur fiole pour faire progresser les meeples de patients sur les chemins et tenter d'amener les patients vers leur stand pour pouvoir les soigner. Lorsqu'on va soigner un patient, c'est comme si on marquait un point de victoire et le premier joueur à soigner 6 patients sera déclaré immédiatement vainqueur. Ou bien si on se rend à la fin de la 7e manche, c'est le joueur qui aura soigné le plus de patients qui va remporter la partie. Chacune des manches se sépare en 6 phases et on peut retrouver un aide de jeu pour représenter les 6 phases sur le plateau marché. La première phase est de lancer les pièces. Au premier tour de la partie, c'est le premier joueur qui va procéder au lancement des pièces, alors que dans les manches suivantes, ce sera toujours le joueur mené.
Le joueur mené est celui qui a le moins de points de victoire, donc celui qui a soigné le moins de patients. Si jamais il y a une égalité à ce moment-là, on va regarder où se trouve le patient actif. Donc si le patient actif se trouve par exemple sur le chemin bleu, ça veut dire que le joueur bleu est en avance, donc que le joueur mené sera à ce moment-là le joueur jaune. Donc, dans notre cas, c'est le joueur bleu qui est le premier joueur. Il va donc prendre les deux pièces qui sont sur la fontaine, la pièce d'or ainsi que la pièce d'argent, et il va les lancer dans les airs. Et on va ensuite regarder les résultats obtenus sur les faces. Et ensuite, ce joueur va se choisir un des deux bonus. Et alors, son adversaire va recevoir le bonus qu'il n'a pas choisi. Il y a donc 4 types de bonus possibles. Le joueur bleu a pris le bonus d'avancer son kiosque d'une case. Il va donc avancer son kiosque d'une case vers le centre du plateau. Si on avait obtenu l'autre côté, c'est un jeton que si le joueur l'avait choisi, il va aller le placer dans le bas du goulot de sa fiole et pendant son premier tour de jeu dans la phase d'action, il va pouvoir, n'importe quand dans ce tour ou à la fin de ce premier tour, retirer son jeton pour pouvoir retourner tous les jetons blancs qui sont sur sa fiole dans son sac. Pour le jeton argent, si on avait obtenu l'autre côté, le joueur aurait simplement pris 3 pépites d'or. Et comme on est de ce côté-là, c'est qu'on va aller placer le jeton sur la première case d'explosion de la fiole. Donc le joueur va avoir moins de chances d'exploser. Il devra placer plus de jetons pour arriver à une explosion dans cette manche. On passe ensuite à la deuxième phase qui est de préparer sa potion. C'est là que les joueurs vont piocher des ingrédients de leur sac pour pouvoir tenter de faire la meilleure potion possible. Dans cette phase, les joueurs vont jouer à tour de rôle et vont jouer plusieurs tours jusqu'à temps qu'ils décident soit d'arrêter leur potion ou bien s'ils atteignent une case d'explosion avec les ingrédients blancs, à ce moment-là, cela va mettre fin à cette phase pour eux. Donc, le joueur bleu va piocher son premier jeton. Si c'est un jeton de couleur, donc si c'est un jeton 2 noir, il va le placer sur le premier emplacement dans le haut du goulot de sa potion. Et il va appliquer le pouvoir du jeton. Donc, les jetons noirs sont des jetons qui vont nous donner des pépites d'or. Et on va gagner un nombre de pépites d'or égal à la valeur du jeton. Dans ce cas-ci, un jeton de valeur 2 va nous donner 2 pépites. Le joueur bleu va continuer à piocher des jetons, donc notre tour de jeu ne s'arrête pas après un seul jeton comparativement au jeu de base des charlatans de Belcastel. Comme deuxième jeton, il pioche un jeton orange, qui est aussi un jeton de couleur. Il va donc le placer dans le prochain emplacement de son goulot. Les jetons orange n'ont pas de pouvoir. Comme prochain jeton, il pioche un jeton de claque-doigts, qui sont les ingrédients blancs. Les claque-doigts vont avoir leur propre piste dans le bas de notre fiole, et évidemment, ce sont eux qui peuvent faire exploser notre potion. Comme on a un jeton de valeur 1, on va aller le placer sur la première case de la piste des claque-doigts. Son prochain jeton est un autre claque-doigt, mais celui-ci de valeur 2. Lorsqu'on a une valeur supérieure à 1 pour les claque-doigts, on va passer des cases pour le placer à la distance égale à sa valeur. Donc c'est un jeton de valeur 2, donc on va sauter une case pour le placer ici à une distance de 2 du jeton précédent. Comme troisième jeton, j'ai un jeton noir de valeur 1. Je vais donc le placer sur le dernier emplacement de mon goulot. Je vais activer son pouvoir qui est de me donner une pépite d'or. Et comme j'ai rempli mon goulot au complet, cela va mettre fin automatiquement à mon tour de jeu. Lorsque notre goulot est plein, on va avancer un des patients sur notre chemin vers notre stand. On va donc additionner la valeur des 3 jetons dans notre goulot, donc 2 plus 1 plus 1, ce qui fait un total de 4. Et on va aussi additionner notre dernier jeton de claque-doigt, donc celui qui est le plus loin dans la piste, donc plus 2. On a donc un total de 6. On va donc faire avancer un patient de 6 cases. S'il n'y a pas de patient actif sur le chemin, à ce moment-là, on va prendre un patient au centre et on va l'avancer de 6 cases vers notre stand. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et mes 3 ingrédients qui sont dans mon goulot vont aller glisser et se placer au centre de notre potion pour libérer les espaces pour notre prochain tour de jeu. On passerait donc au tour de notre adversaire, donc le joueur jaune va lui aussi piocher des jetons pour tenter de remplir le goulot de sa potion. Disons qu'il a obtenu 3 jetons de valeur 1 de couleur, il va donc avancer le patient de 3 cases vers son stand. Comme il y a un patient actif sur le chemin, il va avancer ce patient, donc on va toujours avoir un seul patient actif à la fois. Donc comme il avance vers le kiosque jaune, on va l'avancer ici de 1, 2 et 3 cases. On revient donc au joueur bleu qui va commencer à piocher des jetons dans son sac pour son prochain tour de jeu. Il pioche un jeton de claque-doigt de valeur 1. On va donc le placer sur la piste claque-doigt.
Son prochain jeton est un jeton de valeur 3 de claque-doigt, donc il va le placer à une distance de 3 cases du dernier jeton, et il va le placer sur l'emplacement qui est ici, qui va lui donner un bonus si on place un jeton à cet endroit-là. Il a le choix soit d'avancer son kiosque d'une case, ou bien d'améliorer un jeton noir qui se trouve dans sa fiole. Donc, soit que j'avance mon stand de 1 vers le centre du plateau, ou bien je peux améliorer un de mes deux jetons noirs, donc je pourrais transformer ce jeton ici en un jeton de valeur 2, ou ce jeton là en jeton de valeur 3. Je vais décider d'améliorer un de mes jetons, donc je vais défausser mon jeton 1 ici et le retirer de la partie pour le remplacer par un jeton de valeur 2. Les améliorations sont les seules façons d'augmenter les valeurs des jetons noirs. On ne peut pas les acheter au marché comparativement aux jetons des autres couleurs. Son prochain jeton est un jeton de valeur 2 noir, donc cela va lui donner 2 pépites d'or. Ensuite, il va aller piocher un jeton de valeur 1 noir pour une autre pépite d'or. Et finalement, il pioche un jeton bleu de valeur 1. Le jeton bleu n'a pas de pouvoir quand on le place, mais il a plutôt un pouvoir qui va se déclencher dans la manche, dans la phase suivante plutôt. Donc ce sont des pouvoirs de fin de manche. Comme il a rempli le goulot de sa potion, il va additionner la somme des jetons qui s'y trouvent, donc 2 plus 1 pour 4. Et il va additionner le dernier jeton blanc, donc le jeton de valeur 3, ce qui lui fait un total de 7. Il va donc avancer le patient de 7 cases vers son kiosque, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au 6e déplacement, il atteint son kiosque. À ce moment-là, on va reculer le kiosque de 2, 1, 2, et il va aller faire son 7e point de déplacement en plaçant un nouveau personnage, un nouveau patient sur le chemin en avançant d'une case. Celui qui a atteint le kiosque va être placé sur la guilde pour pouvoir marquer un point. On va le placer sur le premier emplacement de la guilde et on va ensuite appliquer le bonus de cette case. Ici, c'est une case où il y a un pion noir, c'est donc un bonus qui sera donné à notre adversaire. Donc, notre adversaire va pouvoir améliorer un des jetons noirs qui se trouve présentement dans sa fiole. Pour les autres bonus de la guilde, donc la deuxième case est identique à la première, donc on va donner une amélioration d'un jeton noir à notre adversaire. La case suivante, on a un pion blanc, ça veut dire que c'est le joueur actif qui va déclencher ce bonus, en plus c'est un malus en fait. Il va gagner un jeton blanc de valeur 1 qu'il va aller placer dans son sac. Et ensuite, les deux autres bonus, notre adversaire va gagner un jeton de valeur 1 au marché et le placer immédiatement dans son sac. Et le dernier bonus, notre adversaire va gagner un jeton de valeur 2 du marché et le placer immédiatement dans son sac. Et finalement, pour terminer son tour de jeu, il va enlever les ingrédients de son goulot et on va ensuite passer au joueur jaune. Le joueur jaune pioche donc des jetons de son sac et il réussit à faire avancer le patient de 6 cases vers son stand. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On revient au tour du joueur bleu. Il décide de piocher un jeton de son sac qui est un jeton noir de valeur 1, ce qui va lui donner une pépite. Un joueur peut décider en tout moment, avant de piocher un jeton, d'arrêter sa potion. À ce moment-là, il ne jouera plus de tour de jeu dans cette phase. Et de plus, s'il a pioché au moins un jeton dans son goulot, il va pouvoir attirer la valeur de ce jeton ainsi que son dernier blanc pour pouvoir avancer le patient vers son stand. Donc, si le joueur bleu arrête son tour de jeu et décide de terminer sa potion, il avancerait quand même le patient de 4 cases vers son stand. Mais, s'il décide de continuer à piocher des jetons et qu'il pioche ici un jeton de claque-doigt, il devra le placer sur une des cases d'explosion, donc la première case d'explosion ici, et à ce moment-là, sa potion va exploser, ce qui va aussi mettre fin à ses tours de jeu dans cette manche. De plus, si on explose, on n'avancera pas le patient et on va aller tout simplement déplacer les ingrédients qui se trouvent dans le goulot dans la potion. De plus, on devra choisir un des deux malus d'explosion si cela nous arrive. Ces deux malus sont expliqués sur la carte d'ingrédients des claque-doigts dans le marché. On a le choix entre le malus A qui va nous faire perdre la moitié de nos pépites d'or arrondies à l'entier inférieur. Donc ici, j'ai 7 pépites d'or. Donc si je choisis ce malus, je devrais en perdre 3. Ou bien le deuxième malus, le malus B, au lieu de perdre 3 pièces d'or, je reculerai le patient de ce nombre de cases, mais je conserverai mes pièces d'or. Donc au final, j'ai le choix entre perdre 3 pièces d'or ou bien reculer le patient de 3 cases. Donc, si le joueur bleu doit reculer le patient de 3 cases, c'est-à-dire qu'il va l'avancer vers le kiosque jaune. Donc ici, 1, 2, 3 cases. Mais cela va me permettre de conserver toutes mes pépites d'or pour la phase de marché pour acheter plus d'ingrédients. Et la phase 2 de préparer la potion va prendre fin lorsque les deux joueurs auront soit décidé de terminer leur potion ou bien que leur potion aura explosé.
On passe ensuite à la troisième phase, qui est la phase effet de fin de manche. On vous a dit tout à l'heure que le jeton bleu avait un effet de fin de manche, il va donc se déclencher dans cette phase. Pour pouvoir consulter le pouvoir du jeton, on va tout simplement regarder sa carte ingrédients au marché. On peut identifier les jetons qui ont des pouvoirs de fin de manche avec le symbole ici de la montre qui a une petite flèche rouge. Donc, selon le nombre de jetons bleus de valeurs différentes que je vais retrouver dans ma potion, je vais pouvoir déclencher l'effet correspondant. Pour l'instant, j'ai un seul jeton bleu de valeur 1 dans ma potion. Je vais donc déclencher l'effet du haut qui me permettrait ici d'avancer le patient d'une case vers mon stand. Si j'avais eu à la place 2 jetons bleus de valeurs différentes, j'aurais avancé mon stand d'une case à la place du patient. Et si j'avais eu 3 jetons bleus de valeurs différentes, j'aurais avancé plutôt mon stand de 2 cases. Si jamais les deux joueurs ont des effets de fin de manche à déclencher, c'est toujours le joueur mené qui va déclencher ces effets en premier. On passe ensuite à la phase 4, qui est la phase régulation des échanges. Donc, on va regarder la carte manche qui est présentement sur le dessus de la pioche, qui est représentée par une balance. D'un côté, on va voir un bonus et l'autre côté de la balance sera toujours vide. C'est le dernier joueur à avoir terminé sa potion qui va prendre les jetons offres et qui va décider lesquels il veut placer du côté de la balance qui est vide pour faire 2 offres pour les joueurs. Sur les cartes manches qui sont numérotées de 1 à 6, qui sont suggérées par le livret d'instruction pour une première partie, on va vous donner des suggestions d'offres dans le coin de la carte pour pouvoir placer sur la balance. Mais le joueur peut décider de placer n'importe quel des 5 jetons comme bon lui semble. Donc le joueur pourrait décider qu'un jeton 4 mauve vaut beaucoup plus et il décide d'aller placer tous les jetons d'offre de ce côté de la balance. On a donc d'un côté un jeton de valeur 4 mauve et de l'autre côté on a 2 pépites d'or et 3 améliorations pour les jetons noirs. Une fois que le dernier joueur à avoir terminé sa potion a fait sa deuxième offre sur la balance, c'est son adversaire qui va choisir lequel des deux côtés de la balance il veut gagner comme bonus. Donc le joueur pourrait décider de prendre ce côté-ci, il va gagner 2 pépites et faire 3 améliorations sur ses jetons noirs qui sont présentement dans sa fiole. Il peut faire plusieurs améliorations sur le même jeton ou les placer sur des jetons différents s'il le souhaite. Et l'autre joueur va tout simplement obtenir la deuxième récompense de l'autre côté de la balance. Dans ce cas-ci, c'est un jeton mauve de valeur 4. Et pour mettre fin à cette phase, on va simplement retirer cette carte de la partie. On passe ensuite à la 5e phase, qui est d'acheter des nouveaux ingrédients. C'est le joueur qui a terminé sa potion en premier qui va pouvoir faire ses achats en premier, et ensuite l'autre joueur va pouvoir effectuer les siens. Les joueurs vont dépenser les pépites d'or qu'ils ont accumulées pour pouvoir s'acheter des nouveaux ingrédients qu'ils pourront ensuite utiliser pour le reste de la partie. Il y a une seule restriction d'achat, c'est que les joueurs ne peuvent pas acheter plusieurs ingrédients de la même couleur dans la même manche. Donc ici j'ai 7 pièces d'or, je pourrais décider de m'acheter un jeton orange de valeur 1 qui va me coûter 2 pièces d'or. Ici, je vais prendre et l'ajouter dans ma potion, ça me coûte 2. Et je pourrais m'acheter un jeton vert qui coûte 4 et qui va m'ajouter un jeton vert de valeur 1. Il me resterait maintenant une pépite d'or, je ne peux plus faire aucun autre achat. À la fin de cette phase, les joueurs ont seulement le droit de conserver une seule pépite d'or dans leur zone de jeu. Si jamais ils en ont plus que 2, à ce moment-là, ils devront les défausser pour en conserver seulement une. Les jetons ingrédients sont en quantité limitée, donc si jamais un numéro n'est plus disponible, on ne peut plus acheter ce numéro-là, on devra acheter autre chose. Et on ne peut jamais acheter de jetons noirs, on peut seulement les améliorer au cours de la partie. Et on ne pourra aussi jamais acheter de jetons blancs au marché. Regardons les pouvoirs des autres types de jetons de couleur pour vous donner une idée des pouvoirs qu'on retrouve dans le jeu. Donc les jetons rouges vont nous permettre d'améliorer nos autres jetons qui sont dans notre fiole. Un jeton rouge de valeur 1 peut augmenter un autre jeton de valeur 1 à la valeur suivante. Un jeton rouge de valeur 2 va nous permettre d'augmenter n'importe quel jeton à la valeur suivante. Et finalement, un jeton rouge de valeur 4 va nous permettre d'améliorer un jeton 2 fois. Les jetons mauves vont nous permettre d'avancer le patient selon la valeur soit de notre plus faible jeton noir dans notre fiole ou notre plus fort jeton noir dans notre fiole si jamais c'est un jeton de valeur 4. Les jetons jaunes vont nous permettre d'avancer le patient d'une case par jeton de couleurs différentes qui se retrouvent dans notre fiole présentement. Et la valeur du jeton va nous augmenter le maximum de cases qu'on peut avancer. Donc un maximum de 5 pour le jeton de valeur 1, un maximum de 7 pour le jeton de valeur 2 et pas de maximum pour le jeton de valeur 4.
Ensuite, le jeton vert va nous permettre de remettre notre dernier jeton blanc dans le sac. Si pour un jeton de valeur 1, on a une somme de jetons blancs de 5 et plus, si on a un jeton 2, ça va être une somme de 4 ou plus, et si on met le jeton de valeur 4, on pourra le faire si nos jetons blancs sont à 3 et plus. Et finalement, pour le jeton rose, le jeton toile d'araignée, selon la force du jeton, on va faire piocher 1, 2 ou 4 jetons à notre adversaire de son sac. Il va nous montrer ses jetons et on va retirer un de ses jetons pour le reste de la manche. Le joueur pourra récupérer son jeton pour la prochaine manche. Et finalement, on passe à la 6e manche, qui est la phase de fin de manche. C'est là que les joueurs vont tout simplement reprendre tous les ingrédients qui sont dans leur potion, ainsi que leur claque-doigt sur la piste claque-doigt, et vont remettre tous leurs jetons dans leur sac pour pouvoir ensuite les mélanger, se préparer pour la prochaine manche, et ils vont pouvoir remettre les jetons de pièces sur le plateau marché. Et on est prêt à commencer la 2e manche et on va continuer à alterner des manches jusqu'à temps qu'on déclenche une des conditions de fin de partie. Premièrement, si un joueur réussit à soigner 6 patients, il va immédiatement remporter la partie. Sinon, si on se rend à la fin des 7 manches de jeu qu'on a passé au travers de toutes les cartes manches, à ce moment-là, c'est le joueur qui a soigné le plus de patients qui va remporter la partie. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur mené qui va perdre l'égalité. Si jamais il n'y a pas de patient actif sur le plateau, que c'est une égalité totale, à ce moment-là, les joueurs vont replacer tous leurs jetons dans leur sac et ils vont piocher des jetons un à un et le premier joueur à atteindre une valeur de 10 avec ses jetons va départager l'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue au Charlatan de Belcastel Duel. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense des Charlatans de Belcastel Duel? On va garder les côtés positifs en premier. C'est une belle petite production pour un jeu qui est environ une quarantaine de dollars en magasin. Donc des beaux jetons en carton, il y en a beaucoup. Les petits meeples en bois pour les patients. Donc les sacs sont aussi assez grands. Facile de mettre notre main, bien mélanger nos jetons. Fait que ça, c'est toujours agréable à manipuler. Tout ce qui est en carton aussi est quand même de très bonne qualité. Fait que belle petite production dans son ensemble. Visuel, encore une fois, qui est le même que les Charlatans de Belcastel, l'original. Fait que c'est quand même très bien illustré, tout ça. C'est très coloré. L'iconographie est aussi assez simple. J'aime qu'on ait mis les aides de jeu sur le plateau central. Donc l'aide les résumés des 6 phases. Puis on a aussi tout ce qui est dans ton sac de départ. Fait qu'à la fin, quand tu défais le jeu, tu n'as pas besoin de regarder le livret d'instruction. Tu sais que ce que tu as besoin de placer dans ton sac au départ. Fait que c'est quand même très bien illustré, très bien fait pour l'iconographie du jeu. On a aussi une bonne édition des règles. Donc le livre de règles facile à suivre, simple à comprendre, belle structure. On a au verso l'explication de toutes les cartes de fin de manche, donc savoir c'est quoi les bonus qu'elles vont donner. On a une feuille à part pour les pouvoirs justement des différents ingrédients. Encore une fois, la richesse du jeu, je pense, c'est vraiment la variété qu'on va avoir dans nos parties. Donc, d'avoir chaque ingrédient a 4 pouvoirs différents. Donc, on a 2 feuilles ingrédients, 2 petites fiches comme ça, recto verso pour chaque ingrédient. Fait que les jetons mauves ont 4 pouvoirs différents, les jetons verts aussi. Et chaque couleur, chacune des 6 couleurs, dans le fond, va avoir 4 pouvoirs différents. Ça fait quand même 24 pouvoirs différents. Les jetons orange, noir et les blancs ont évidemment tout le temps les mêmes pouvoirs. Les oranges, en fait, leur pouvoir, c'est qu'ils n'ont pas de pouvoir, mais qu'ils vont à des valeurs supérieures. Donc, c'est 1, 3 et 6, les valeurs, au lieu de donner des pouvoirs quelconques. Puis les jetons noirs, c'est ceux qui réussissent à nous donner de l'argent. Fait que ça nous génère quand même notre machine d'achat. Fait que c'est important à améliorer. On peut pas en acheter d'autres, mais on peut quand même facilement les améliorer pendant la partie. Fait qu'on a vraiment ce sentiment de construire quelque chose dans le jeu. Ce sentiment-là de gagner des nouveaux jetons, d'améliorer des jetons. Comme les jetons noirs, on peut seulement les améliorer, ben on a accès quand même beaucoup à ça. Fait qu'on a vraiment un beau sentiment de progression pendant la partie. On sent que le sac qu'on est en train de construire, la combinaison de jetons qu'on a, soit en l'améliorant, soit en plaçant des nouveaux, en achetant d'autres, en gagnant des jetons avec des bonus aussi. Donc on sent vraiment cette belle montée en puissance-là. Fait que ça, c'est toujours super satisfaisant dans le jeu. On a aussi une belle variété au niveau des cartes de fin de manche. Donc là, je vous ai montré celle qu'on suggère pour une première partie, celle avec des suggestions. Mais au final, il y en a quasiment une vingtaine de plus aussi qu'on peut mettre. On peut les mélanger au hasard, mettre n'importe lesquelles pour les 6 premières manches. La 7e manche, c'est toujours la même carte. C'est une carte qui est très punitive. Si tu exploses dans la dernière manche, tu vas avoir une pénalité. Tu vas reculer un patient de 7 cases qui pourrait vraiment faire pencher la balance de la partie. Et tu vas faire un peu plus attention dans la dernière manche.
Et justement, pour l'explosion, je trouve que l'explosion dans celui-là est moins punitive que dans l'original des charlatans. Dans l'original, c'est soit qu'on sacrifiait les points qu'on faisait ou bien la valeur d'achat qu'on faisait. Alors que dans celui-là, tu perds la moitié de ta valeur d'achat. Et si tu ne veux pas perdre tes pépites d'or, tu vas simplement reculer le patient. Fait que tu peux quand même garder tout ton argent, mais reculer un petit peu le patient de la moitié de ce que tu aurais perdu en or. Fait que c'est quand même un choix intéressant. Ça te permet quand même, oui, de pousser un peu plus ta chance dans le début de la partie parce qu'il y a un côté un peu moins punitif. Comme on fait avancer moins le patient au début de la partie parce que nos jetons sont pas très élevés et qu'on n'en a pas beaucoup, des fois de reculer de 2-3 cases, c'est pas très dommageable au final, au terme de la partie au complet. Ça l'est peut-être un peu plus quand on a une douzaine de pépites d'or, là ça peut faire mal de le reculer de 6 cases, mais là à ce moment-là, on pourra choisir l'autre option qui est de perdre nos pépites. Peut-être qu'on aura besoin d'acheter d'un peu moins de jetons. On a aussi des jetons des fois qui nous permettent d'améliorer les autres jetons, fait que ça peut nous faire sauver aussi beaucoup d'argent. Fait que vraiment le côté explosion un peu moins punitif, ça c'est quelque chose que j'aime bien. Dans les jeux de backbuilding, ce que j'aime, c'est vraiment la sensation le côté tactile qu'on vient chercher, le fait de mélanger nos jetons, puis aussi la petite thrill, la petite excitation de tirer un jeton, de voir c'est quelle couleur, d'activer le pouvoir, on sent que c'est le fun. Puis là, il y a toujours la décision de est-ce que je pousse ou est-ce que j'arrête. Peut-être que si je sors un jeton de claque-doigt de valeur 2, peut-être que ma potion explose, mais je me risque peut-être un petit dernier. Puis là, t'as vraiment ce petit thrill-là, ce petit hype-là de tirer ton jeton. Puis là, non, là c'est mon jeton 3, je buste. Mais si tu bustes pas, c'est un jeu qui fait vivre des émotions. Puis ça, c'est le fun. Ce côté-là de mélange de backbuilding, le fait de piocher nos jetons, le côté tactile là-dedans, puis le côté excitation, le thrill du moment dans ce jeu-là, ça vient chercher comme son grand frère, donc les charlatans de Belcastel. Fait que ça, c'est vraiment une belle qualité à cette série de jeux-là. Pour les côtés négatifs, au niveau du matériel, on a les jetons roses et les jetons rouges qui se ressemblent vraiment beaucoup. Donc, même quelqu'un qui n'a pas de misère à différencier les couleurs, c'est deux couleurs qui sont vraiment très près les unes des autres. Fait que j'ose pas imaginer les gens qui sont daltoniens, ces deux jetons-là, c'est sûr qu'ils sont quasiment méconnaissables. Mais c'est sûr qu'il y a un dessin différent sur le jeton. Fait que quand on s'y attarde un petit peu plus, on peut les différencier. Mais au premier coup d'œil, ces jetons-là, c'était pas tant une bonne idée de prendre deux couleurs très près une des autres. Sinon, pour le gameplay dans les jeux de duel, ce que j'aime des adaptations de duel, souvent, c'est qu'on trouve une twist à mettre à ce jeu-là. Oui, ils vont ressembler à leur grand frère, mais souvent, ils vont avoir leur propre saveur. Puis souvent, c'est une saveur qui va rajouter justement un niveau de tension un peu plus élevé, vu que c'est un jeu de duel, on est vraiment un contre l'autre. Et ça, je trouve que c'est pas très présent dans celui-là. Je trouve qu'il est vraiment dans l'ombre de son grand frère, donc il est très très semblable niveau gameplay, il va donner à peu près les mêmes sensations, parce que la construction du sac, c'est à peu près pareil, le fait que les ingrédients ont des pouvoirs et tout ça. Je pensais au début en voyant un espèce de souk à la corde, je me disais ah oui, un souk à la corde, ça va être vraiment tendu entre les joueurs. Puis finalement, il le feel pas vraiment tendu parce que au final, si l'autre réussit à amener le patient vraiment près de son kiosque, puis là, c'est le temps que je le ramène de mon bord, mais j'ai pas de décision cruciale. Je peux pas prendre de décision cruciale dans les moments tendus, parce que le moment tendu, c'est justement le ballon du patient d'un côté à l'autre. Fait que quand il est proche du kiosque de mon adversaire, tout ce que je peux faire, c'est piocher des jetons et essayer de le ramener. Fait que on dirait que la décision tendue, elle est pas à la bonne place où ce que la tension du jeu, ça fait un feeling un peu bizarre. Fait qu'au final, de bouger sur une piste ou de faire des points, pour moi, ça revient pas mal à la même chose qu'on faisait dans l'original. Fait que pour moi, il vient pas chercher cette sensation-là à laquelle je m'attendais dans un jeu de duel. Fait que oui, il y a une certaine tension, mais ces moments de tension-là sont pas représentés par des décisions intéressantes parce que c'est la partie où on fait juste piocher puis qui est un peu plus aléatoire. Fait qu'on ressent pas cette pression-là, malheureusement, pour moi, là, dans mes attentes de ce jeu de duel-là. Somme toute, je vais lui donner une note de B, d'un bon petit jeu. Pourquoi je le note un peu plus bas que l'original? Parce que je pense que le fait qu'il soit limité à 2 joueurs, ça va peut-être lui nuire. Je pense que l'original se joue déjà très bien à 2 joueurs. Donc celui-là, on aurait voulu aller chercher peut-être un côté un peu plus tendu d'un jeu de duel, mais pour moi, on le ressent pas vraiment. Fait que pour moi, ça vaut pas tant la peine de jouer à lui que de jouer à l'original. Donc vous me direz ce que vous en pensez en commentaire aussi, comment vous l'avez perçu, ceux qui l'ont joué. Mais ça reste que tout le feeling autour du jeu, le mécanisme de backbuilding, le fait de construire son sac, de gagner des jetons, le fait de monter en puissance dans le jeu, c'est toujours encore une fois super bien fait, super bien exécuté. Fait que ça, ce gameplay-là est toujours le fun. Le fait que les jetons ont un paquet de pouvoirs aussi, c'est super intéressant comme d'habitude. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc lancer notre concours du lundi pour le mois d'août 2024 et on va annoncer le gagnant pour le mois précédent. Donc, c'était le jeu Evenfall qui était à gagner au mois précédent. Donc, la gagnante pour Evenfall, il s'agit de Christine Lucier, donc son alliance YouTube étant Creux Kiki. Donc, félicitations. Tu peux nous écrire à professeurboardgame@gmail.com pour qu'on puisse t'envoyer ton jeu. Pour ce mois-ci, c'est très simple. Dans la vidéo de chaque lundi, vous aurez une question du jour. Et si vous répondez à la question du jour en commentaire YouTube, vous allez enregistrer une participation au concours. Ou bien, si vous nous supportez sur Patreon pour 5$ et plus, vous aurez aussi une participation à chaque lundi. Et vous aurez une chance de gagner une copie du jeu Les Charlatans de Belcastel Duel. Donc, la question du jour est la suivante. Quel est votre jeu duel favori? Vous nous laissez la réponse en commentaire pour enregistrer votre participation. Donc, bonne chance à tous pour ce nouveau concours. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram à Professeur Board Game. Et je vous invite à aller nous supporter sur notre campagne Patreon, si ça vous intéresse, si vous voulez nous encourager, ça vous donne aussi accès à notre serveur Discord. Donc, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.